Une nouvelle journée commence, nous sommes en route pour la côte Caraïbe à Tortuguero. Dans cette mare, de nombreux buffles prennent un bain commun. La route s'arrête ici, Tortuguero n'est accessible qu'en bateau. Beaucoup de bateaux-taxis arrivent et partent d'ici, avec à leur bord de nombreux passagers. Cette navigation sur des canaux entourés de forêts tropicales est vraiment agréable. Cette région ressemble en tout point à l'Amazonie. Ce n'est pas le hasard d'ailleurs si elle a été surnommée l'Amazonie d'Amérique centrale. Après une bonne heure de bateau, nous débarquons à Tortuguero. Le débarcadère est au pied de notre lodge, entouré d'un joli jardin. Le petit village de Tortuguero est situé sur un banc de sable séparé du continent par la rivière Tortuguero et en bordure de la mer des Caraïbes. Son nom vient des 4 espèces de tortues qui viennent nicher sur les plages alentour. Les sargasses, ces algues envahissantes, ont colonisé le littoral de la côte Caraïbe. Même si la tentation est très forte, la baignade n'est pas vraiment recommandée ici car les vagues sont violentes et surtout les courants très dangereux. Mais ceci ne fait pas reculer pour autant le plus téméraire du groupe. Le village de style caribéen est plutôt paisible. On trouve quelques magasins de souvenirs d'hiver, mais aussi des marchands de légumes et fruits locaux. Les étalages sont garnis de fruits de la passion, de goyaves, corosol, melons, papaye, bananes et des gousses de guava remplies de fèves comme les cabosses de cacao. Une procession se dirige vers la petite église catholique qui célèbre aujourd'hui la fête des rameaux. Ici, ce sont les branches de palmier qui remplacent les traditionnels rameaux de buis de chez nous.
Le soleil tape très fort. Ce petit oiseau a trouvé le moyen de se rafraîchir dans la gouttière d'une maison. À la nuit tombée, un fourmilier est en pleine activité. Cet animal se nourrit presque exclusivement de fourmis et de termites qu'il déloge de leur habitat à l'aide de ses puissantes griffes. Il les capture ensuite avec sa longue langue pouvant atteindre 60 cm et sa salive les enrobe d'une substance gluante. Ce gourmand de la forêt peut se gaver de 30 000 fourmis par jour. Il possède une longue queue préhensile qui lui permet de grimper aux arbres pour dénicher sa nourriture. Ses pattes sont munies de 4 ou 5 doigts équipés de griffes si impressionnantes que même le jaguar et le puma qu'il côtoie ne s'y frottent pas trop. Aujourd'hui, nous sommes sur le départ dès l'aube. Pour une excursion en bateau, la meilleure façon d'explorer les 5200 km² d'espace maritime du parc national Tortuguero. Il est considéré comme un lieu exceptionnel en vertu de la Convention sur les zones humides. Ce statut lui a été attribué tant par la grande diversité de sa faune et de sa végétation que par ses paysages merveilleux. Suspendus aux branches, ce sont les nids des caciques de Montezuma, cet oiseau au chant si particulier. Les ailes écartées, un aninga, une sorte de cormoran, se prélasse au soleil pour sécher son plumage. Il peut être saturé en eau lors de ses longues plongées, à la recherche de nourriture telle que poissons ou amphibiens. Les précipitations élevées et le riche environnement où l'eau douce rencontre la mer font des canaux, des lagunes et des parties humides de Tortuguero des zones d'une biodiversité exceptionnelle. Le basilic à plumes est nommé de diverses façons. Basilic vert ou lézard Jésus-Christ. Il possède une caractéristique unique. Il est capable de courir sur l'eau en position bipède pour fuir ses prédateurs. Pour cela, il utilise ses pattes arrière pour se maintenir hors de l'eau et avancer rapidement. Le mâle adulte de couleur vert vif, dont la taille peut atteindre 80 cm, possède une double crête sur la tête et une haute crête sur le dos. Perché dans les arbres jusque dans les cimes de la forêt tropicale, il se laisse tomber dans l'eau lorsqu'il craint un danger. Nous sommes de retour au lodge pour une pause après cette première incursion sur les canaux du parc. C'est maintenant à pied que nous allons découvrir la partie terrestre du parc Tortuguero qui occupe 311 km². Une piste serpente tantôt à proximité des plages, tantôt plus à l'intérieur des terres.
Le parc abrite pas moins de 2200 espèces de plantes et 400 espèces d'arbres. Les animaux sont également bien représentés, avec 375 espèces d'oiseaux, plus de 100 espèces de reptiles et amphibiens, et une soixantaine d'espèces de mammifères. L'attrait principal du parc demeure les tortues, présentes en nombre lors de la ponte des œufs. La saison de la ponte commence à peine en ce moment. Le nom de Tortuguero peut d'ailleurs se traduire par la terre des tortues. Sur la plage, une carapace de tortue lutte retient notre attention. La malheureuse aurait succombé sous les dents d'un jaguar, comme le montre cette photo de mauvaise qualité. Le singe araignée, surnommé l'acrobate, est le plus agile de tous. La chasse et la déforestation ont sérieusement compromis cette espèce. Il est heureusement bien protégé de nos jours au Costa Rica, qui a pris des mesures pour sa protection. L'iguane vert peut mesurer plus de 2 mètres et peser jusqu'à 10 kg. Grâce aux griffes acérées de ses pattes arrière, l'iguane grimpe facilement dans les arbres où il passe la plupart de son temps. Les épines le long de son dos et de sa queue évoquent des souvenirs de l'ère lointaine des dinosaures. Après une belle randonnée de plus de 3 heures ce matin dans le parc terrestre, c'est en bateau que nous continuons la découverte des canaux. Dans les eaux peu profondes et relativement claires, nous surprenons un jeune caïman à lunettes, ainsi nommé à cause de la crête osseuse située entre ses yeux, faisant penser à des lunettes. Il est également doté d'une crête triangulaire sur le dessus de l'œil et comme les autres membres de la famille des alligators, son museau est large et arrondi. Le caïman est un prédateur parfaitement adapté à la vie aquatique. Il se nourrit plutôt de poissons, d'amphibiens, de reptiles et d'oiseaux. Le héron vert est de petite taille, souvent ramassé sur lui-même, le cou dans les épaules. Chez l'adulte, un beau châtain pourpre couvre les côtés de la tête, le cou et la poitrine. La composante verte du plumage qui lui a donné son nom n'est perceptible sur les ailes qu'avec une bonne lumière. Plutôt solitaire, le héron vert fréquente toutes sortes de milieux aquatiques, avec une préférence marquée pour ceux qui sont bordés d'une végétation assez haute. Il se nourrit essentiellement de poissons, qu'il pêche en embuscade, immobile sur la berge ou sur un perchoir au-dessus de l'eau. Le parc Tortuguero est un vrai joyau doté d'une biodiversité exceptionnelle. Cet écrin de verdure est une destination idéale pour les amoureux de la nature et des animaux. Nos déplacements sur ces petits canaux entourés de forêts tropicales sont un pur moment de bonheur et de zénitude. Il se dégage une harmonie, une quiétude et un bien-être au cœur de cette nature généreuse que l'on se doit de préserver à tout prix. Sur le rivage, un autre spécimen de caïman est en train de prendre une petite collation.
Sur les pirogues, tout le monde lève la tête pour tenter d'apercevoir quelques singes capucins et hurleurs au sommet des arbres. De bonne heure ce matin, le petit village de Tortuguero s'éveille doucement. Ici, il n'y a pas de voiture, tout le monde se déplace à pied ou en vélo. Cette petite plante rampante et étrange s'anime dès qu'on l'effleure. C'est le Mimosa pudica, aussi appelé sensitive. Son feuillage très découpé a la capacité de se protéger des prédateurs en se repliant sur lui-même au moindre contact, faisant paraître la plante peu appétissante aux herbivores. Perché tout en haut d'un arbre, un superbe ara de buffon prend la pose. C'est le plus grand perroquet du monde. Son plumage vert et sa queue orangée et bleue en font une merveille de la nature. Les haras de buffon vivent en couple et leur espérance de vie est d'une 60aine d'années. Ils se nourrissent de fruits et principalement d'amandes, dont ils cassent sans aucun mal la coque avec leur gros bec. Cet oiseau est rare. La destruction de son habitat, mais également le braconnage, sont à l'origine de son déclin. La disparition rapide de certaines espèces est un bon exemple de la fragilité des écosystèmes et prouve combien il est important d'observer et de conserver la nature telle qu'elle est, sous peine de mettre en danger la vie des êtres vivants qui partagent cette planète avec nous. Nous avons quitté Tortuguero à regret. Après avoir traversé le pays de l'extrême sud-ouest à l'extrême nord-est, nous faisons route à l'intérieur des terres en direction de San José. Dans cette région se trouvent d'immenses bananeraies comme Chiquita ou Del Monte que nous allons visiter. Les bananes sont acheminées depuis la plantation jusqu'à l'usine et traversent même la route. Les régimes de bananes sont accrochés sur un câble tracté par un homme. Un travail harassant. Chaque employé tire 25 régimes de bananes. Sachant qu'un régime pèse 40 kg en moyenne, chaque homme déplace donc 1 tonne de bananes par convoi. L'usine Del Monte produit 4000 régimes de bananes par jour, ce qui représente la bagatelle de 500 000 bananes expédiées journellement dans le monde par container. Les ouvriers travaillent dans une ambiance extrêmement bruyante, au rythme d'une musique entraînante, favorisant sans doute une cadence soutenue dans leur activité. Un peu plus tard dans la matinée, c'est dans une toute autre ambiance que nous visitons une palmeraie.
La propriétaire de l'exploitation nous explique et nous montre comment sont récupérés les cœurs de palmier sur l'arbre. L'arbuste est d'abord débarrassé de toute son écorce. On ne conserve que la partie tendre de l'intérieur. En fait, c'est seulement une petite partie de la tige qui procure le cœur de palmier que l'on consomme. Chacun déguste avec gourmandise un morceau prélevé sur la tige. Une substance croquante et tendre à la fois, délicatement parfumée. Avec cette fibre souple, on peut aussi réaliser une sorte de dentelle de palmier. Cette présentation sera suivie d'un délicieux repas confectionné entièrement à base de cœur de palmier. La salle de restaurant en plein air est entourée de nombreux oiseaux qui profitent aussi d'une petite collation. Pour la dernière étape de notre voyage, nous sommes de retour à San José, capitale située à 1200 mètres d'altitude. Une balade à pied dans le centre-ville nous permet de découvrir d'abord la cathédrale. Une fête se prépare en face de la cathédrale et à côté du théâtre municipal. Des statues religieuses sont installées au centre d'un monticule de fruits et légumes. San José est devenue la capitale du Costa Rica en 1823 à la place de Cartago. La rue qui mène au marché central est bien animée en ce début de matinée. On trouve à peu près de tout au marché. Des épices diverses sont conditionnées en petits sachets. Nous retrouvons les pains de sucre de canne dont nous avons vu la fabrication à Zapotal. La municipalité de San José compte environ 334 000 habitants. Dans le centre-ville sont exposées quelques œuvres de Jiménez d'Heredia, sculpteur costaricien, fortement inspiré par les sphères d'Iquis, dont nous avons vu également quelques exemplaires dans un village vert dominical. Les musiciens de rue jouent de la marimba, instrument de musique symbole du Costa Rica, à mi-chemin entre le xylophone et l'orgue. Le Théâtre national, inauguré en 1897, est un symbole de l'âge d'or du café et de la belle époque au Costa Rica. Les 3 statues qui couronnent la façade représentent la danse, la renommée et la musique. L'entrée, considérée comme un des plus beaux lieux du théâtre, est de style pompéien. Le sol et les colonnes sont en marbre ramenés d'Italie. L'allégorie du café, une peinture sur le plafond très renommée, rappelle que la construction du théâtre a été en partie financée par un impôt levé sur chaque kilo de café exporté,
mais qui s'est révélé insuffisant et qui fut remplacé plus tard par un impôt sur les importations. Notre dernière visite est consacrée au musée de l'or précolombien. Il est considéré comme l'un des 3 plus importants musées d'Amérique latine, après celui de Bogota en Colombie et de Lima au Pérou. Les salles sont situées sur 3 niveaux en sous-sol. Le musée de la numismatique occupe le même bâtiment. Il présente des objets divers, dont pièces et billets, depuis 1502 jusqu'à nos jours. La collection du musée de l'or est composée de 1600 pièces d'or précolombiens qui datent d'entre 300 et 1500 après Jésus-Christ. On trouve parmi les pièces exposées des figurines animales, des amulettes et des bijoux. Ce guerrier, grandeur nature, est paré d'ornements en or. Une autre partie du musée expose également les œuvres de Jiménez d'Heredia, dont nous avons vu aussi quelques modèles présentés dans les rues du centre-ville. Et puis finalement, comme souvent, c'est autour d'une bonne table que l'on partage les plus beaux souvenirs. Nous avons découvert un pays grandeur nature et rencontré des personnes formidables au Costa Rica. C'est un grand regret que nous nous séparons pour rentrer chacun chez nous en France, mais qui sait, peut-être nous retrouverons-nous prochainement pour un nouveau voyage.